Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe en beauté. Alors, comme vous le voyez sur le marché, c'est assez mitigé, ça monte, ça descend, il y a un peu d'instabilité, surtout avec la guerre qui a commencé à se développer justement au Moyen-Orient. Il y a beaucoup d'incertitudes sur les marchés et moi-même, je devais vous sortir une vidéo justement sur les indicateurs qui me rendaient très confiant justement sur le marché parce que ce que vous devez savoir, c'est que j'étudie le marché des cryptos depuis que je suis en crypto, bien entendu, mais également les éléments qui font en sorte que nous ayons des cycles en crypto qui ressemblent évidemment aux cycles de marché habituels. Et donc, je commence à étudier tout ça parce que, encore une fois, je suis en train de me former parce que la prochaine vague ou le prochain bull run qui va arriver, je veux être équipé, je veux savoir tout pour être en mesure de prévoir justement où est-ce que s'en va le marché, réussir à vendre au maximum et me faire un maximum de profit. Donc, tout ça, c'est important. Et évidemment, pour bien réussir, évidemment, il faut étudier le passé et écouter beaucoup de vidéos. Alors, j'ai beaucoup d'heures de passé, beaucoup de visionnements que j'ai fait. Je suis en train de carrément entrer dans le rabbit hole du système économique américain, du système des cycles de marché mondial, et j'en découvre de plus en plus. Et donc, je vous concocte une vidéo sur ça spécifiquement pour la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo beaucoup plus sur Charles Hoskinson parce que dans les dernières semaines, il y a eu beaucoup d'attaques qui ont été faites, notamment par rapport à Cardano, par rapport à Charles Hoskinson pour savoir si Charles Hoskinson est bon ou pas pour la blockchain Cardano, pour continuer le développement de la blockchain Cardano. Et donc, ça va être le sujet de ma vidéo parce que je pense que c'est un sujet très important, notamment pour la communauté de Cardano et pour notamment que je vous partage mes impressions sur tout ce qui se passe dans l'écosystème de Cardano. Alors, si vous aimez toujours le contenu de mes podcasts, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez cet épisode avec le plus de monde possible. Ça permet encore une fois de faire grossir la chaîne de YouTube et de faire grossir la communauté de Cardano. Alors, Charles Hoskinson, un personnage plus grand que nature. Vous le connaissez maintenant depuis plusieurs années, mais ce qu'il semble y avoir, c'est vraiment des doutes, même au niveau de la communauté de Cardano, à savoir si Charles Hoskinson et IOHK finalement devraient continuer à être les leaders, à être la première face, justement les représentants de la blockchain Cardano. Alors évidemment, pour moi, je sais que IOHK n'est pas nécessairement le moteur de la blockchain Cardano. Je sais ils ont contribué énormément. Évidemment, on ne se fera pas de cachette. C'est l'un des joueurs le plus important. IOHK est l'un des joueurs les plus importants dans l'écosystème de Cardano. Et évidemment, Charles Hoskinson aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cet écosystème, justement, commence à se développer. Et c'est pour ça que beaucoup de joueurs, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, que d'autres joueurs, beaucoup d'autres compagnies, justement, veulent intégrer Intersec, veulent intégrer la gouvernance de Cardano pour pouvoir justement diversifier et de pouvoir décentraliser justement cette gouvernance au niveau de la blockchain Cardano, ce qui est très important pour la suite des choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de monde attaque personnellement parfois Charles Hoskinson, que ce soit des maximalistes de Bitcoin, d'Ethereum, de Solana, et même au niveau de la communauté, comme je le disais, parce que c'est sûr que les autres écosystèmes reprochent à Cardano d'être une blockchain très académique et puis de ne pas être dans la vague de les bull market. Donc, parfois, la communauté va reprocher à Cardano d'avoir manqué la période des ICO en 2017, d'avoir manqué la vague des NFT, la vague du DeFi. Mais ce qu'il faut savoir et ce que Charles Hoskinson nous a souvent répété, c'est que toutes ces vagues-là ou toutes ces narratives ont des cycles de marché comme les autres. Alors, les ICO, il y a eu un haut et puis il y a eu un crash. Même chose au niveau du DeFi, il y a eu une vague de DeFi et puis il y a eu un crash. Même chose au niveau des NFT, il y a une vague d'NFT et puis un crash de NFT également. Donc, toutes ces narratives-là ne sont pas des narratives dans lesquelles il faut directement aller, mais il faut prendre le temps justement de voir la vague passer, de l'analyser et de par la suite
travailler justement sur les outils qui vont faire en sorte que la prochaine vague par rapport à cette narrative-là, que ce soit le DeFi, que ce soit les NFT, que ce soit les DEX ou peu importe, eh bien, avoir les outils nécessaires et avoir justement le principe, l'analyse pour pouvoir par la suite profiter de la prochaine vague qui va être beaucoup plus grosse que la vague précédente. Et donc, c'est tout ça, évidemment, que Charles Hoskinson essaie de répéter toujours à la communauté de Cardano, toujours d'être patient et de toujours, encore une fois, privilégier l'infrastructure à la vague technologique plutôt que d'aller vite et de briser les choses. Il est préférable de mesurer deux fois et de couper une seule fois. Et donc, beaucoup de gens remettent en question le projet Cardano en disant que Ethereum a un plus gros marché ou Bitcoin, justement, a les Bitcoin maximalistes. Mais Charles Hoskinson répond à ces différentes questions-là ou ces différentes attaques-là au fait que Bitcoin est comme une personne de 96 ans. Et puis, Ethereum, c'est comme une personne de 69 ans. Donc, si justement Cardano devait se battre contre Bitcoin ou contre Ethereum, tout va en faveur de Cardano. Parce que Cardano est le new kid on the block, celui qui va justement ramasser toutes les pépites lorsque justement le projet sera assez avancé et qu'il y aura beaucoup plus d'adoption. C'est ce qui est en train de se faire, notamment au niveau du DeFi, parce qu'on voit que le DeFi, le TVL augmente énormément au niveau de Cardano beaucoup plus que les autres plateformes. Et on sait que la majorité des nouvelles dApps ne se sont pas développées sur la blockchain Ethereum, mais se sont développées dans d'autres blockchains. Et on voit même avec PayPal et Visa que ces compagnies-là ne privilègent plus, dans le fond, Ethereum comme première plateforme, mais vont privilégier Ethereum et d'autres comme Solana. Ce qui fait en sorte qu'on est en train de voir que tranquillement, les gens vont vers ces plateformes-là, Solana, Ethereum, parce que ce sont des plateformes sur lesquelles c'est facile de développer. Donc, c'est sûr que ça attire beaucoup de gens. Mais lorsque les compagnies vont chercher des plateformes qui vont être là sur la longévité, sur le long terme, eh bien, c'est là que, évidemment, les plateformes comme Cardano vont commencer à être populaires. Et donc, la manière dont il faut voir ça, c'est que la blockchain Cardano est beaucoup plus comme Michael Jordan. Lorsque Michael Jordan est arrivé en NBA, il lui a fallu quelques années justement pour rattraper les légendes comme Magic Johnson et Larry Bird. Et ces deux personnes-là dominaient justement le marché de la NBA avec plusieurs finales NBA entre les Lakers et Boston. Mais par la suite, Michael Jordan est arrivé comme dominant. C'était le nouveau shérif in town. Et on voit que justement Cardano et notamment Charles Hoskinson ont cette même allure que MJ avait dans les années 90. Et donc, peu importe qu'on parle de Solana et de Ethereum qui ont justement un plus grand nombre de développeurs, un plus grand nombre de dApps, il faut savoir également qu'ils ont un plus grand nombre de piratages et de vols sur cette blockchain-là et qu'il y a beaucoup d'éléments qui font en sorte que ce ne sont pas des blockchains qui fonctionnent très, très bien. Et ça, je le dis depuis longtemps. Alors, lorsqu'il faut toujours avoir de l'Ethereum pour utiliser des applications sur la blockchain Ethereum, eh bien ça, je ne comprends toujours pas. Mais les gens sont toujours en train d'essayer d'utiliser et de justifier le fait que oui, je dois avoir de l'Ethereum pour faire une transaction avec une blockchain qui n'a rien à voir avec Ethereum, qui fait juste utiliser cette plateforme-là. Même chose au niveau de Solana. Les gens vont vers Solana, puis utilisent Solana, puis à un moment donné, pouf, la blockchain s'arrête parce qu'il y a les heures d'ouverture et les heures de fermeture de cette blockchain qui, généralement, aux 6 mois, ça arrive une ou deux fois que la blockchain tombe. Et les frais de transaction, notamment sur la blockchain Ethereum, devraient être un frein à l'adoption de cette blockchain-là, mais les gens sont toujours prêts à payer plus, plus, plus sur cette blockchain. Ils râlent, mais ils l'utilisent quand même. Donc, qu'est-ce qui va faire en sorte que justement les gens vont commencer à ne plus aller vers ces blockchains-là nécessairement? Eh bien, c'est le fait que justement Cardano va avoir de plus en plus d'adoption au fur et à mesure justement que des bonnes applications se développent sur la blockchain Cardano, comme celle qu'on a actuellement dans notre écosystème. Parce que ce qu'il faut savoir,
c'est que des applications comme Uniswap n'en ont rien à faire justement d'utiliser Ethereum ou Solana ou peu importe. Tout ce qu'ils veulent, c'est une plateforme sur laquelle ils soient capables d'identifier et de savoir à l'avance les frais de transaction, savoir à l'avance quels vont être les frais de transaction pour les différentes applications, pour les différents swaps et ainsi de suite, et également justement avoir une belle expérience utilisateur. Et ça, justement, il y a des outils comme le site internet Morales Money qui va permettre, dans le fond, de utiliser un certain wallet pour pouvoir utiliser la blockchain Ethereum sans avoir nécessairement de l'Ethereum dans son portefeuille. Fait qu'à ce moment-là, tout ce que ça va faire, c'est que lorsqu'on va vouloir faire une transaction sur la blockchain Ethereum avec ce wallet-là spécifiquement, eh bien, les frais de transaction vont être directement pris justement amène la crypto-monnaie que vous allez utiliser dans la transaction. Fait que, imaginons que vous voudriez faire une transaction de VeChain, par exemple, et que VeChain a besoin de Ethereum, de gaz d'Ethereum. Ce n'est pas le cas, mais c'est mon exemple. Mettons que je veux faire une transaction de VeChain et que j'utilise ce wallet-là et que VeChain aurait besoin de gaz, de Ethereum pour payer les frais de gaz, eh bien, dans le fond, la transaction coûterait 100 VeChain. Et dans ce 100 VeChain-là, il y aurait un 10% qui serait utilisé pour être transféré, être converti en Ethereum pour payer le gaz. Mais tout ce que vous comprenez, dans le fond, c'est que ce n'est pas logique de devoir traîner de l'Ethereum pour payer des frais de transaction sur une autre blockchain ou avec un autre token. Ça ne fait aucun sens et Charles Hoskinson en parle depuis longtemps. Ils ont une stratégie pour ne pas reproduire cette situation-là sur la blockchain Cardano, les bubble fees. Et ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment, à un moment donné, les gens vont se rendre compte que ça ne fait aucun sens d'utiliser ça sur la blockchain Ethereum. Mais avant que les gens commencent à délaisser Ethereum, ça va prendre encore quelques années. Alors, malgré toutes les critiques, il faut savoir que Charles Hoskinson est capable de parler à tout le monde. Il est capable de parler tranquillement avec un Ethereum maximaliste, avec un Bitcoin maximaliste, avec un Solana maximaliste, avec la communauté, avec des SPO, même avec les membres du Congrès aux États-Unis, même avec justement plusieurs YouTubers, il est capable de parler avec tout le monde. Et ce qu'on entend souvent, c'est que justement, il amène une nouvelle vision, une nouvelle manière de voir les choses. Et s'il n'a pas besoin de défendre Cardano, il est capable de défendre l'industrie de la blockchain et toutes justement les crypto-monnaies qui sont dans cette industrie-là et qui se font attaquer notamment par la SEC ou par le gouvernement américain. Comme Michael Saylor, quand on lui demande objectivement ce qu'il pense technologiquement de la blockchain Cardano, eh bien, il ramène des points justement des points évidents sur EDA est une sécurité et qu'il ne faut pas se fier justement à la technologie parce que la technologie n'amène rien finalement. Elle ne sert à rien d'avoir de nouvelles technologies. Alors que c'est tout à fait faux. Si on n'avait pas l'intelligence artificielle, qui est une nouvelle technologie, eh bien, on n'aurait pas justement les chats GPT et ainsi de suite. Mais lorsqu'on lui demande objectivement qu'est-ce qu'il pense des autres crypto-monnaies, eh bien, il devient le défenseur de Bitcoin, à savoir que tout le reste sont des sécurités. Même si la technologie est supérieure, eh bien, elle ne devrait pas être développée sur les autres blockchains. Elle devrait être développée comme seconde couche sur la blockchain Bitcoin. Mais comme vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, mais les deuxièmes couches, comme le Lightning Network sur la blockchain Bitcoin, est très centralisée. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est juste des grosses compagnies qui sont capables de justement développer ce deuxième réseau sur la blockchain Ethereum, sur la blockchain Bitcoin. Et même Bitcoin, lorsqu'on dit qu'on peut tout faire sur Bitcoin et que les Bitcoin maximalistes disent qu'on peut tout faire sur la blockchain Bitcoin, évidemment, ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas justement la vision de cette blockchain-là. La vision de la blockchain Bitcoin est de pouvoir préserver cette valeur et d'être un réseau assez décentralisé et assez gros pour pouvoir justement continuer à faire des transactions et miner des blocs et être justement le porteur de tout ce mouvement-là de la blockchain et des crypto-monnaies. Mais on ne peut rien faire sur la blockchain Bitcoin. On ne peut pas faire de DeFi, on ne peut pas faire de NFT et ne venez pas me dire que les NFT qui sont faits actuellement sur la blockchain Bitcoin sont des
sont des vrais NFT, parce que ce n'est pas le cas. Quand on compare justement la technologie des ordinals sur la blockchain Bitcoin et tous les standards NFT sur les autres blockchains, c'est mélanger les pommes avec les poires. Donc, on ne peut pas faire de swap, on ne peut pas faire de DEX, on ne peut rien faire sur la blockchain Bitcoin et pourtant, c'est la blockchain qui va dominer toutes les autres blockchains. Mais évidemment, la blockchain Cardano est une blockchain où on a du proof of stake, là où on a une très bonne infrastructure, on a plusieurs façons de créer des contrats intelligents, on a évidemment de l'identité numérique et on a EDA qui est un vrai token qui est très utile et qui est la raison pour laquelle on devrait utiliser ce token-là sur la blockchain Cardano. Mais le problème, c'est que la communauté de Cardano devrait se renforcer et être beaucoup plus solide, devenir plus maximaliste par rapport à cette blockchain-là. Parce que si on la compare justement aux maximalistes d'Ethereum, aux maximalistes de Solana, même aux maximalistes de Bitcoin et même aux maximalistes de la blockchain XRP, eh bien, on se rend compte que la communauté de Cardano est quand même beaucoup plus faible. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop axés sur le prix de EDA. Évidemment, si le prix de EDA monte à 10 dollars, la communauté va être solide. Ils vont tatouer Cardano sur leur corps et ils vont dire Cardano, c'est la meilleure blockchain. Mais si justement la blockchain, le prix d'EDA descend justement à 2 centimes, eh bien là, on va entendre Cardano, c'est un scam, Cardano, c'est un vaporware, c'est juste un wallet et ainsi de suite. Et évidemment, tous ces éléments-là, toutes ces attaques-là de la communauté sont justement font très très mal justement à nous-mêmes, à l'écosystème de Cardano, mais également à Charles Hoskinson. Et c'est pas juste ces attaques-là qui viennent justement de la communauté, on les a déjà eues dans le passé, notamment lorsqu'il y avait des questionnements sur Wen Shelley, Wen Gogen, pourquoi vous avez sorti les contrats intelligents maintenant, ça fonctionne pas, et ainsi de suite. Alors, c'était facile justement de critiquer la blockchain Cardano et où est-ce qu'on allait la critiquer? Directement sur les réseaux sociaux. Alors que justement Charles Hoskinson croyait que la communauté de Cardano était beaucoup plus intelligente que les autres blockchains et que justement les réseaux sociaux n'étaient pas le meilleur endroit pour débattre de tout ça. Mais personnellement, je vois Charles Hoskinson comme plus un Elon Musk ou un Dana White, ou comme je l'ai dit, comme un Michael Jordan, un Tom Brady, ou même comme Andreas Antonopoulos ou Edward Snowden. Notamment, ces différentes personnes-là avaient une vision justement sur l'objectif qu'ils voulaient apporter dans leur vie et sur leurs capacités. Évidemment, un Elon Musk n'en a rien à faire de tout ce que les gens disent. Il n'a même pas peur du gouvernement. Lui, il combat justement la possibilité de donner à tout un chacun la liberté d'expression. Michael Jordan savait ce qu'il devait faire et justement, il s'était entouré d'une équipe, notamment de sa mère, pour justement avoir une redevance sur ses chaussures parce qu'il savait qu'il allait être au top de la NBA. Même chose pour Tom Brady. Et on voit que Charles Hoskinson a la même vision également que Andreas Antonopoulos et que même Edward Snowden. Alors que Andreas Antonopoulos n'est pas un maximaliste de Bitcoin nécessairement, il a cette vision-là, à savoir que si nous ne faisons rien actuellement, nous risquons d'être dans une situation qui va être beaucoup plus grave que si jamais justement on ne prend pas les devants, notamment pour améliorer la blockchain Bitcoin. Et c'est la même chose qu'a répété Edward Snowden justement à Bitcoin Amsterdam dernièrement. Il a mentionné que le principe de Bitcoin est très important et très intéressant, mais que actuellement toute l'infrastructure qui est mise en place ne permet pas exactement de pouvoir effectuer des transactions et de pouvoir protéger la vie privée des gens. Toute l'infrastructure qu'il y a actuellement avec justement des Coinbase, avec des mixeurs qui ne sont pas vraiment très efficaces sur la blockchain Bitcoin, toutes ces applications-là font en sorte de rendre les choses beaucoup plus centralisées et beaucoup plus faciles d'être retracées par le gouvernement. Et lorsqu'on attire justement toutes les BlackRock et les grosses compagnies, les grosses compagnies d'investissement et toutes les autres, eh bien, tout ça ne fait en sorte que eux commencent justement à arriver dans notre jeu et ils risquent de vouloir dicter leurs règles et ils auront leur mot à dire, bien entendu.
Alors, tout ça, évidemment, on veut l'éviter. Et toutes ces personnalités dont je vous ai parlé ont une vision similaire à la vision de Charles Hoskinson. Alors, personnellement, je ne suis pas nécessairement toujours d'accord avec Charles Hoskinson, avec ce qu'il dit ou sa manière de s'exprimer. Je trouve ça évidemment très divertissant, mais je sais que justement, sa vision est dans la bonne direction. Et comme le reproche que m'a fait une personne que je connais, soi-disant que je ne savais pas investir parce que j'investissais dans un token qui avait un supply de 45 milliards, soi-disant pour cette raison-là, je ne savais pas dans quoi investir. Et personnellement, la réponse que je lui ai donnée, c'est que peu importe le supply, si c'est quelque chose de rare et que tout le monde va vouloir à un moment donné, eh bien, à ce moment-là, ça va monter en valeur. Et c'est exactement ce qu'a déjà répété plusieurs fois Charles Hoskinson. Peu importe que le supply soit de X ou de Y ou de 21 millions ou de 300 milliards, si le bien ou le service est assez rare et qu'il répond justement à un besoin, tout le monde va vouloir s'arracher ce bien-là et le prix de ce bien-là va monter en flèche. Alors voilà pourquoi personnellement je défends Charles Hoskinson, voilà pourquoi je crois en lui et je suis certain qu'il est encore très utile au projet Cardano. Alors voilà, je termine là-dessus. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode du podcast Cardano français. Je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt. Peace.